Bonsoir à tous, merci encore d'être venus. Je suis très content que Charline ait fait ce petit exercice puisque ça va me faire une transition toute donnée. Parce que comme vous allez le voir, je suis chef de projet. Donc je vais être très utile pour vous ce soir. Alors je vais commencer bien sûr par une petite présentation. J'espère que le micro a fonctionné, vous me direz sinon je ferai à la voix. Alors moi donc, je m'appelle Léo Chameau. Ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint Apollo. Et donc je fais partie de la communauté des apologistes qui organisent cet événement. Et donc je suis chef de projet. Alors mon parcours, ça a été d'essayer de découvrir les métiers un petit peu clés des projets agiles. J'ai commencé par le développement, j'ai fait aussi un poste de PO, j'ai fait un poste de Scrum Master, à chaque fois 2 à 3 ans d'expérience. Et finalement je me suis dirigé vers chef de projet de par les opportunités. Je le dis parce que quelque part j'aime bien avoir fait ce parcours-là, ce qui est important pour moi pour comprendre les équipes avec qui je travaille. Je sais qu'on critique pas mal les chefs de projet, qui ne sont pas toujours des agilistes confirmés. Mais personnellement, je m'y suis intéressé depuis mon poste de développeur à l'agilité. Et ça m'a beaucoup servi dans mes expériences personnelles. Voilà, je voulais m'introduire un petit peu avant de vous parler de mon thème. Juste avant qu'on enchaîne, le thème, ça va être, donc vous l'avez vu, l'évaluation des estimations dans le temps. J'ai essayé de choisir une problématique qui était assez connue en fait, sur les projets, et sur laquelle pas mal de gens peut-être peuvent s'identifier. Pour ceux qui font de l'estimation, parce que j'ai aussi des collègues qui vont démontrer les estimations plus tard dans la soirée. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ça va concerner pas mal de monde. Alors pour essayer de comprendre le problème, on va poser un contexte. C'est ce que vous avez ici à l'écran. On va partir du principe qu'on a une équipe agile assez classique, donc avec un product owner, un scrum master et une équipe de développement. C'est ce que vous avez à gauche. Et ils travaillent sur un seul produit, pour simplifier la conférence évidemment. Donc cette équipe agile, elle a choisi par exemple Scrum ou Scrumban, peu importe. Et elle a posé un référentiel pour évaluer donc, ces user stories. Donc ils ont utilisé le classique, Fibonacci qu'on voit à l'écran, et donc ils ont comparé au début de projet les besoins entre eux, et du coup ils les ont évalués de cette façon. Donc forcément un 5 est plus gros qu'un 3, et ainsi de suite. Donc ce référentiel il date un peu, parce que là on est à un moment du projet où ça fait plus d'1 an qu'on travaille. Et vous allez voir que ça va être un petit peu le cœur du sujet. Donc, on a ce référentiel qui est déjà posé et on a une équipe qui travaille en cycle classique. Voilà, ça, c'est notre contexte de base. Il y a quand même un indicateur qui est présent sur le projet, dans lequel on se projette ici. C'est la vélocité. Donc, on va la faire classique, je vais vous expliquer après comment. Donc, qui est évaluée du coup en fonction de ce qui est produit, donc en fonction des points qui sont réalisés. Donc, je vous fais les rappels ici. Pour ceux qui ont peur des formules, elles sont très très simples, je vous rassure. Donc, des rappels pour les moins agilistes. Donc, la vélocité. J'ai mis le mot représente en gras, même si ça ne se voit pas trop, parce que sinon je vais faire grincer des dents. Oui. La vélocité, elle représente donc, les points d'effort produits dans chaque itération. Et pour le bien de l'explication, on va la calculer d'une façon très simple. On va dire, pour chaque jour homme travaillé, combien je produis de points. Donc, notre vélocité, c'est nos points d'effort produits pour chaque jour avant. Et on a aussi un indicateur important, parce que je vais l'utiliser pour ma présentation, qui est le retour sur investissement. Alors, on n'est pas dans le retour sur investissement financier, on est dans le retour sur investissement de valeur métier. Donc en agilité, vous l'avez sûrement vu sur certains de vos projets, en plus de l'indicateur de vélocité, on a parfois un retour sur investissement qui est calculé en fonction de la valeur métier qui est produite. Donc on peut le calculer de cette façon, et après j'arrête les calculs, on se lance dans le vif du sujet. Donc notre retour sur investissement, c'est notre valeur apportée par point d'effort dépensé, si on peut appeler ça dépensé. En gros, moins on met d'efforts pour plus de valeur et plus c'est intéressant pour faire tout ça. Là, c'est les rappels, c'est bon, c'est derrière nous, on avance vers le cœur du sujet. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur notre projet? Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an qu'on bosse, on a nos habitudes, et du coup, on va avoir un besoin qui va arriver et qui va commencer à nous poser problème. Donc, il y a 1 an, au début du projet, on a fait cette première US qui est en haut à droite, là, qui est très simple. Je veux telle fonctionnalité qui est complexe. Et cette US, au début, on avait dit, elle nous a coûté 13 points. Ça, c'était il y a 1 an. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, là, on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, qui est semblable. Et du coup, on va se dire, qu'est-ce qu'elle vaut, en fait, cette fonctionnalité, puisqu'on identifie qu'elle est semblable à celle qui était à 13 points, mais est-ce que c'est ce qu'elle vaut vraiment aujourd'hui? Parce que l'équipe, entre-temps, est montée en compétences, en connaissances, en efficacité. Et du coup, elle se pose la question de comment on va évaluer en fait cette user story. Donc c'est un peu la problématique. Donc tu peux juste afficher, je suis allé un petit peu vite en besogne, c'est un peu notre problématique. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette US finalement?
Donc ça, c'est une problématique qu'on rencontre sur beaucoup de projets, et il y a plusieurs façons d'y répondre, qui ont des impacts non négligeables. On va les voir. Alors la première approche. Première approche, c'est j'ignore un peu le fait que je suis plus efficace aujourd'hui, et je dis, je conserve mon référentiel d'évaluation, ma nouvelle baisse, même si je mets peut-être 2 fois moins de temps et de complexité pour la réaliser, donc 2 fois moins d'efforts, je vais quand même l'évaluer à 13 parce que je la compare avec l'ancienne, et l'ancienne a gros 13. Donc ça, c'est une première approche. Donc ça va être notre pitch de base. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact de faire ce choix sur un projet? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici, mais je vais le faire plutôt à l'oral, ce sera plus efficace. Ça a des impacts sur les indicateurs qu'on a vus au début. Je vous l'ai dit, je suis chef de projet, on va attaquer par là. Donc forcément, ça a un impact sur la vélocité. On a une équipe qui va réussir à délivrer 13 points assez rapidement, normalement, puisqu'elle sait mieux faire ses 13 points qu'il y a un an. Donc notre vélocité, on peut s'attendre à ce qu'elle soit en hausse, en tout cas sur le sprint qui arrive dans lequel on évalue cette US. Je dis bien on peut s'attendre, parce qu'il y a un vrai piège derrière ça, on va le voir juste après. Il y a aussi un impact forcément sur notre retour sur investissement. Si on va plus vite, on peut faire plus de sujets, du moins c'est ce qu'on peut se dire, parce que cette US à 13, on va la tomber très vite, on aura peut-être de la place pour prendre un nouveau besoin, et donc apporter plus de valeur. Ça c'est ce qu'on peut se dire aussi. Mais surtout le point le plus important, et qui est un piège aussi je pense, c'est la confiance qu'on va donner à l'équipe. On a une équipe qui va dire d'un coup, grâce à cette montée un peu en puissance qu'on a fait, cette efficacité, on va pouvoir produire ces 13 points très très vite. Et donc on va être pleinement confiant, on va nous dire vous avez réussi à le faire en très peu de temps, c'est une super nouvelle. Donc on peut avoir une équipe du coup qui se sent valorisée par ce changement, même si, alors, on va le voir parce que ça va être un petit peu ma recommandation, mais ça ne va pas être forcément le cas aussi facilement, ça va être très contextuel. Donc justement, qu'est-ce qu'on a comme risque et qu'est-ce qu'on a comme avantage sur une approche sur laquelle on garde notre référentiel dans le temps, sur lequel il ne bouge pas? On a un premier risque de mauvaise compréhension. Alors la mauvaise compréhension, elle va surtout venir souvent du client, dans les contextes, parce que le client va avoir tendance à se dire, vu qu'on peut en faire plus en moins de temps, on peut en mettre plus dans le sprint. C'est peut-être des phrases que vous avez entendues. On a une équipe, on leur explique qu'elle est plus efficace, d'un coup ils ont une vélocité qui passe, je ne sais pas, de 40 à 60 parce qu'ils ont fait 2 US plus efficacement et qui ont gardé la même valeur. D'un coup on se dit tiens, on peut faire des sprints à 60. Donc il y a un risque de mauvaise compréhension. Mais le vrai risque il est pas là. Le vrai risque il est sur un peu la suite. On va faire ce travail de réestimation et finalement on va arriver une US très complexe. Qu'est-ce qu'on fait? On a un nouveau besoin complètement différent sur lequel du coup, on se dit, ah, celui-là, il va nous falloir du temps, il y a des entrants techniques, il y a plein de raisons. Qu'est-ce qui vaut? Parce que si on le compare à notre 13 d'ici, qui est devenu finalement assez facile, il est plus compliqué. Alors, est-ce qu'on commence à aller dans les 20, 40, etc. Ou est-ce qu'on n'a pas du mal à distinguer ces vrais 13 et ces faux 13? Alors, quand je dis faux 13, du coup, ce serait un 13 qui devient facile avec le temps, là où un nouveau besoin va demander de l'exploration technique, va demander peut-être un nouvel écran, etc. Donc il y a une première difficulté aussi à estimer donc, les user stories à l'avenir. Et après, alors là c'est la partie forcément un peu suivie du projet, il y a des difficultés sur les projections. Parce que du coup, si on a un sprint où on va récupérer 3 US semblables à ce qu'on a déjà fait, on va le plier très rapidement. Par contre, si on a un sprint où il y a des nouveaux besoins qui sont complexes, peut-être que l'équipe va avoir du mal à tout délivrer, elle aura de mauvais, entre guillemets, résultats. Donc ça, c'est nos risques. Par contre, ça peut avoir des avantages de choisir cette approche. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un coup de boost pour l'équipe qui a peut-être besoin d'avoir ce sentiment voilà, de monter en puissance, qui a besoin que ce soit valorisé quelque part. Et comme dans beaucoup de contextes, on utilise la vélocité pour valoriser le résultat, l'équipe peut ressentir aussi qu'elle gagne en puissance parce que la courbe de vélocité monte. C'est une approche. Et là, j'ai mis un message parce que je voulais être complet, mais je vous demande de lire avec parcimonie. Donc j'ai écrit, pour le management, une facilité à assurer les points. Pour les contextes qui s'y prêtent. Je dis bien pour les contextes qui s'y prêtent, parce que d'expérience, j'ai connu des contextes où on a vraiment cette notion de les points c'est notre prod et il faut les assurer, on n'est pas très agile finalement. Et il y a parfois un avantage à sécuriser un petit peu notre production quand notre client a un peu du mal à comprendre cette notion de vélocité. Et on se dit, notre client il attend 60 points, il faut qu'on les rende d'une manière ou d'une autre. C'est un contexte qui est pénible, mais qui peut arriver. Voilà, ça peut être un levier pour se sécuriser pour quelques sprints. Donc je voulais le dire pour être complet. C'est une première approche. On va en voir une deuxième, qui personnellement me plaît un peu plus.
c'est la réévaluation. C'est un peu le cœur de la présentation. Donc là, c'est un choix qui est différent. C'est dire, mon US numéro 2, qui ressemble à la première, aujourd'hui, je ne l'évalue pas à 13, je l'évalue à 5. Parce que j'ai plus de facilité à le faire. C'est l'effort réel dont j'ai besoin aujourd'hui en tant qu'équipe pour aller au bout de mon sujet. Ça a deux impacts aussi sur les mêmes axes. Côté vélocité, là, c'est l'inverse. On peut s'attendre soit à une stabilité, puisqu'on sait qu'on peut produire à peu près en moyenne 50 points d'effort, et c'est notre effort réel nécessaire pour arriver au bout du sujet. On n'aura pas forcément de changement majeur. Donc là, voire même une baisse, je l'ai écrit effectivement, c'est un cas particulier. Si par exemple le sprint dernier, on a traité une US qui était un faux 13, et maintenant on a fait le choix de changer, potentiellement on a une petite baisse. En tout cas, pas de gros changements. Le ROI par contre, lui, il doit être meilleur. Parce que du coup, cette fonctionnalité, on va supposer qu'elle a autant de valeur que la première, parce qu'elle est semblable. Et du coup, on va réussir, avec moins d'efforts, à apporter autant de valeur. Donc là, on doit vraiment ressentir le gain. Et du coup, on revient sur une approche vraiment valeur métier, qui est quand même le cœur de ce qu'on essaie d'apporter dans les projets. Et là, ça devient intéressant si on arrive à suivre avec le ROI avec notre client, si notre client comprend la business value, s'il l'utilise. Parce que du coup, avec moins de points, on suppose qu'on apporte plus de valeur. Maintenant, il y a toujours ce levier de confiance, qui pour moi n'est pas interprété pareil dans ce cas-là. Là, ça va être plutôt la façon dont on l'explique. L'équipe, elle va gagner en efficacité, mais il faut qu'elle puisse le comprendre, il faut qu'elle puisse le voir, il faut qu'elle puisse le montrer. Et donc, un des moyens de le montrer, comme je l'ai dit juste avant, c'est par exemple la valeur apportée. Si vous avez une équipe qui est plus installée dans l'agilité, on va dire traditionnelle, la valeur apporte plus d'importance finalement que les points forts. Et du coup, le fait de voir qu'elle va produire beaucoup de valeur avec le même effort devrait la valoriser plus facilement. Et ça, c'est dans le cas où c'est votre vecteur de confiance. Ce n'est pas toujours le cas. On a un risque qui est similaire. On a une mauvaise compréhension, mais ce n'est pas la même. C'est pas mon équipe monte en puissance, c'est je passe un message qui est à double tranchant, on va dire. C'est mon équipe devient efficace, et pourtant je ne le vois pas sur la vélocité. Donc c'est ça le piège en fait de cette approche, c'est de dire ça ne va pas être transparent directement pour tout le monde dans le projet que mon équipe est plus efficace. Il va falloir que j'explique cet apport de valeur finalement à tout le monde, à mon client, à mes développeurs, à mes product owners, etc. Il y a un risque mais qui d'expérience n'arrive pas, mais pareil je voulais être complet, peut-être de démotivation si l'équipe n'a pas bien intégré ces concepts-là. Elle peut dire finalement on y arrive plus vite et puis on a le même résultat. Voilà. Donc si l'équipe n'est pas très branchée, on va dire valeur, ça peut arriver. Par contre, on a beaucoup d'avantages. Avec cette approche, comme je vous l'ai dit, on a une meilleure production de valeur, donc un meilleur retour sur investissement au niveau de la valeur. En tout cas, c'est ce qu'on cherche, parce que c'est ça l'objectif, c'est de produire de la valeur toujours. C'est la même phrase clé dans beaucoup de conférences. Et surtout, on a une cohérence. Une cohérence, ça veut dire quoi? Une cohérence, ça veut dire que l'effort qu'on évalue aujourd'hui, c'est toujours l'effort réel qui est nécessaire pour répondre aux besoins. On n'est pas en train de dire, vu qu'il y a un an, je savais le faire moins rapidement, là, je change un peu. On n'est pas dans toute cette période de flou. On se dit tout à fait, aujourd'hui, avec 5 points, qui correspondent peut-être en moyenne, arrêtez. Je dis en moyenne parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être grincer encore, en moyenne une semaine de travail, on va dire. En une semaine de travail, sur un 5 en moyenne, voilà, j'arrive à produire plus de choses. On est vraiment sûr, c'est cohérent. On n'est pas en train de déborder sur notre référentiel. Donc pour l'équipe, c'est simple. Et je l'ai mis là parce que, juste un dernier point, une occasion d'être transparent, parce qu'on va quand même aller voir notre client en disant mon équipe s'en sort mieux, du coup je produis pareil. Qui est un message quand même pas simple à faire passer parfois, mais du coup c'est une occasion d'expliquer le gain qu'on a eu, c'est une occasion de réexpliquer ce pourquoi on travaille, comme je vous l'ai dit, la valeur produite, et d'aller un peu plus loin. J'ai mis une troisième approche pour être complet. Mais vous allez voir très vite avec ce gros message rouge que je n'aime pas tant que ça. Vous ferez votre avis. Je l'ai mise parce que je l'ai déjà rencontré. Donc je l'ai appelé refaire l'histoire. Refaire l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre nouveau 13, on l'évalue à 5, comme dans la deuxième approche, et du coup on se dit, bah mince, le 13 que j'ai fait il y a 6 mois, c'était peut-être un 5 en fait. Et du coup, ça m'est déjà arrivé dans un contexte où on fait évoluer notre référentiel, et le client, en fait, il va se dire, ok, il faut qu'on adapte toutes les anciennes US qui étaient les mêmes. Du coup, on va réécrire les anciennes US, réestimer, refaire les indicateurs, refaire les résultats, on refait tout. Déjà, l'exercice est compliqué. Alors, je ne vous fais pas point par point, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer là. L'exercice, il est complexe.
Et le résultat, il n'est pas très bon. Parce qu'en fait, le fait que ça valait un 13 il y a un an, ça veut dire quelque chose. Le fait que ça vaut 5 aujourd'hui, ça veut dire autre chose. Le contexte est très important dans les estimations. C'est un outil qui va être challengé ce soir, hein, par les autres aussi, les estimations. Mais n'empêche, c'est un outil de confiance aussi. C'est un peu un contrat. Vu qu'on ne parle pas en argent, vu qu'on ne parle pas en Jérôme, on se dit, ok, l'équipe sait ce qu'elle fait, l'équipe sait qu'elle peut produire à peu près ça, et on va voir à la fin. Et en fait, en modifiant ce qui s'est passé, donc, notre historique projet, on crée beaucoup d'incohérences en fait. Et du coup, on vient détruire cette confiance qu'on a construite grâce aux estimations. Donc voilà, je vous ai fait la phrase, ne refaites jamais l'histoire, les projets vont de l'avant, qui est une citation de moi à moi. Mais elle est importante parce que j'ai vraiment un client qui a insisté là-dessus, et ça a été pas si simple de lui expliquer qu'on allait créer beaucoup de problèmes, enfin en tout cas plus de problèmes que de solutions. Donc l'approche était presque bonne, hein, parce qu'on n'est pas si loin de l'approche numéro 2, mais il faut s'arrêter au futur. Donc il faut avancer, et je voulais être complet en parlant de cette approche-là. Je pense que vous l'aurez compris, de par un peu ce que j'ai expliqué, il y a deux choses très importantes, qui ne sont pas forcément techniques, qui ne sont pas forcément liées aux approches, mais qui sont comment on va expliquer cela à nos interlocuteurs. Donc, comment on va en parler à notre équipe, comment on va parler au Scrum Master si c'est lui qui amène, comment on va en parler à notre client, à nos métiers, à nos utilisateurs, peu importe votre contexte. Donc il y a vraiment une phase, je commence par la droite, de communication qui est essentielle. Parce qu'il faut que les indicateurs qui soient produits sur le projet, et il faut que les estimations, elles aient un sens. Et le sens, il faut l'expliquer. Quand ça change, il faut expliquer pourquoi ça change, et du coup ce que ça nous apporte au niveau du projet. Donc j'insiste sur la partie communication, et du coup j'ai marqué 2 points qui sont clés pour moi. Partagez le choix. Vous ne décidez pas tout seul de ce choix, enfin de cette approche, parce qu'on a utilisé le mot approche tout à l'heure, de cette approche de réestimation. Il faut en parler avec l'équipe. Peut-être que l'approche 1 que je ne recommande pas forcément de façon forte ce soir, c'est la meilleure dans votre contexte. Peut-être qu'il y en a une 4e que je n'ai pas évoquée ici. Il faut vraiment ouvrir le sujet de comment on va traiter ça, est-ce qu'on va réestimer, est-ce qu'on ne va pas réestimer, avec l'équipe, et que du coup vous décidiez ensemble de ce choix. Et c'est le petit point qui est ici, mais quand le choix est fait, c'est un point important, j'aurais dû le mettre plus en valeur, quand le choix est fait, il faut vraiment définir sa mise en place. C'est pas... si vous fonctionnez en Scrum, on est au milieu d'un sprint, tiens, d'un coup on change tout. On va prendre un point d'arrêt, ça peut être le démarrage d'une itération, ça peut être la fin d'un lot, ça peut être peu importe. Mais à un moment où vous allez changer de méthode, comme ça vous pouvez dire, à partir de ce moment-là, on change de méthode et du coup on va pouvoir suivre un peu les impacts que ça a. Faire comprendre, hein, ça je pense que je l'ai bien expliqué au fil de l'eau, c'est la clé. Il faut que ce soit compris, cette approche-là, il faut qu'elle soit adoptée par tout le monde. Parfois, vous aurez des contextes où votre hiérarchie est très attachée à certains indicateurs. Il va peut-être falloir les faire évoluer, peut-être falloir s'adapter. Et le deuxième point clé, c'est plutôt le fait qu'il ne faut pas que ça vous tombe dessus. Il ne faut pas qu'un jour, il y ait un dev qui vous dise sur le sprint dernier, il y avait cette US qui valait 13, mais finalement, avec ce qu'on avait fait il y a 6 mois, ma bibliothèque, machin, je l'ai fait en 2 jours. Ça, il ne faut pas que ça vous arrive. Le mieux, c'est de l'anticiper, d'être en proximité de l'équipe pour quand le sujet arrive, et du coup d'aller vers cette décision de ok, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va traiter ce sujet. Ça peut paraître être anodin parce que c'est des cas assez simples, mais ils peuvent avoir des impacts très forts sur la communication qu'il y a autour de votre projet et sur sa compréhension. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet ce soir, parce que pour moi l'estimation est vraiment, et je le répète, je me répète un peu, un vecteur de confiance. C'est un des seuls moyens que vous avez de communiquer à tous les niveaux dans votre projet. Il y en a d'autres dans certains contextes, et bravo à vous si vous y êtes arrivé, mais c'est parfois le seul lien qu'il y a entre les gens, et c'est la seule chose que tout le monde fait. Donc voilà, ne pas laisser forcément cette problématique vous tomber dessus, préparer un peu le terrain, les discussions, tout ce qui va avec. Je vous lis une nouvelle citation de moi à moi, mais là j'ai mis ma tête cette fois. Lorsque c'est possible, pour moi, envisager de réévaluer. De mon expérience, en tout cas dans les contextes que j'ai connus, c'est toujours plus efficace de réévaluer. Ça apporte plus d'avantages que de risques, et ces risques, ils peuvent être levés avec une communication soignée. Et j'ai mis une dernière phrase qui peut-être va faire débat. Elle permet aussi d'avancer dans l'acculturation agile de l'équipe. J'ai écrit ça parce que je pense qu'il est plus efficace de s'adapter que de rester au statu quo. Et je vais vous laisser la main. Bien sûr, il y a un temps de questions, n'hésitez pas si vous voulez réagir.
peut-être faire passer celui-là s'il marche. Mais du coup, il y a 10-12 minutes de questions, donc n'hésitez pas à caper là, à lever la main. Je peux vous jeter le micro. Je peux essayer en tout cas. J'ai une question, c'est dans le cas où tu as plusieurs user stories qui s'enchaînent, qui ont la même user story de base, donc similaire, est-ce que tu vas sans arrêt réestimer par rapport à le fait que tu as fait 5, bah, écoute, la prochaine fois, si on le fait encore, on va faire 3, on va faire 2, au risque d'avoir un référentiel qui est complètement à l'ouest, ou est-ce que tu vas rester justement sur ce 13 de base pour estimer ça? Est-ce que dans ton cas, ton référentiel est vraiment à l'ouest si ton effort diminue avec le temps? C'est une question. Ouais. Parce que si tu as une US qui est similaire, du genre tu gères une donnée, je gère ma donnée A, j'ai tout à mettre en place. Donc je vais mettre presque mon effort et après c'est je gère ma donnée B. C'est ça le Ouais. cas en fait, puis la C, puis la D, Ouais. puis la... Bah, dans ce cas-là, moi l'approche, en fait ça correspond un petit peu à la réévaluation, ce serait la première, elle va porter tout l'effort, c'est Ouais. évident. Il y a tout à mettre en place, puis la deuxième doit s'adapter. Après, je ne sais pas si ça va être vraiment dégressif, si un jour on arrivera à tout faire en 10 minutes, mais pour moi c'est un cas classique de capitalisation technique où tu vas diminuer petit à petit l'effort nécessaire pour attaquer ta donnée là dans l'exemple. C'est comme ça que j'ai compris ta question. Oui, c'est ça. Oui. Tu parlais dans ton exemple, il y a une deuxième fonctionnalité identique et genre on est un an après, mais est-ce que si c'était le sprint d'après, ça reviendrait au même Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question, je trouve, parce qu'elle est assez contextuelle. En fait, le problème, c'est quand est-ce qu'on a capitalisé, je pense, dans ta question. Si on a capitalisé tout de suite parce qu'on a fait quelque chose de générique, parce que par exemple, les besoins différents ont été anticipés, ça peut être au sprint d'après. Là, c'est vrai que j'ai pris une période longue pour faire un cas simple, mais tu as raison, ça peut arriver très vite en fait. Là, ça rejoint peut-être même un peu ta question, dans le sens où on peut avoir un besoin similaire qui s'enchaîne, et si on l'a anticipé, on a peut-être une capitalisation à faire tout de suite. Ouais, tout à fait. Après, ça, c'est les vecteurs d'efficacité qu'on construit avec l'équipe. Tes équipes, quand elles font face à ça, moi j'ai une question parce que clairement chez nous, ils ont tendance à, d'abord, la première fois qu'ils font face à une nouvelle tâche, ils la surévaluent pour faire payer le prix de la découverte, et après la même chose, ils enlèvent quelques points parce que il y a le prix l'économie de la reproduction. Donc quel point c'est pas un peu du réévaluation constante du coup? Alors je trouve que c'est intéressant comme question parce qu'il y a une sorte d'approche dedans qui dit est-ce que mon équipe fait correctement l'évaluation la première fois? En fait, du coup, ils ont trouvé tout seul cette pratique-là. Moi, je ne me l'oppose pas. Ils se sont mis tout seuls à ça, naturellement. Est-ce que c'est une pratique qui se retrouve par rapport aux autres besoins sur votre projet? Par exemple, ils font ça et c'est cohérent, en fait, ils mettent le temps, on va dire, moyen, l'effort moyen, ou vraiment c'est une sécurité et on capitalise tout de suite à chaque fois? Je me tourne vers les masters que j'ai pratiqués en parallèle. C'est difficile de vous répondre si on n'a pas un tout petit peu de contexte, je trouve. Ouais, j'ai l'impression que c'était par sécurité au début, à chaque fois ils voulaient se réévaluer, mais naturellement, tout de suite après la seconde, ils vont dire allez, de toute façon, là j'aurais déjà affronté ce problème, je saurais refaire. Ou alors, plus simplement ça, vous êtes dans le cas d'une équipe qui sait capitaliser très vite et très fort. Vous n'avez pas l'air convaincu. C'est peut-être pas le cas. Très bien accompagné. Là, c'est peut-être un problème d'approche de comment on estime à la base. On n'est peut-être même pas dans la problématique de dans le temps, on est à comment on fait notre estimation, qui est peut-être complètement un autre sujet, parce que là, votre équipe se sécurise beaucoup, d'après ce que vous dites. C'est des équipes assez juniors, hein, donc je pense qu'il y a un peu de ça. Après, il y a un truc dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est la réévaluation, non pas dans le temps, mais en fin d'itération. Qui est un truc que, par exemple, moi j'ai pratiqué sur plusieurs projets. C'est, on commence un sprint, on estime qu'il faut 13 points, puis une fois qu'on a fait le sujet, on se rend compte que c'était pas si compliqué que ça, on a trouvé une solution rapide. À la fin, on ne veut pas que ce soit 13 points, parce que ça fausse un peu notre indicateur. Finalement, ça va peut-être en valoir 3 ou 5, et on réévalue à la fin du sprint. Ça nous est déjà arrivé aussi, pour que du coup ce soit cohérent. Mais c'est dans le cas où on s'est finalement trompé, c'est une estimation qui n'était pas bonne. Je ne sais pas si ça correspond à votre cas ou pas. Je sais pas. Parce que nous, on ne réévalue pas en fin de sprint, c'est une approche. Moi, ça, je l'ai beaucoup fait avec les équipes. Et c'est vraiment, si j'ai un développeur qui commence à me dire, oulala, c'est un 13, 20, 40, 100, et puis au bout d'une semaine, il a terminé ses clean, faut peut-être aller creuser. C'est juste qu'il rajoute quelques points de chiffrage pour la tâche d'évaluation, enfin de monter en compétence en fait. Mais ils le font naturellement. Mais après, c'est pas ça déconnant en fait.
Après, si dans votre contexte ça fonctionne, il n'y a pas forcément effectivement de Je ne problème. saurais pas dire là tout de suite, l'équipe est trop jeune pour... Mais Ouais, pour vas-y. rebondir, est-ce que ça risque pas de poser problème si on fait une évaluation justement en mode cette US va être dans le prochain sprint, c'est la première de cette série, donc il la surévalue, et puis en fait le product owner change d'avis, il va mettre finalement un autre bout, il va commencer le sujet par un autre bout qui lui était sous-évalué et n'a pas forcément été réévalué. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que du coup le product owner garde plus de mou dans ses sprints de manière générale, parce que sur chaque sprint, il y aura une montée en compétences qui devrait être faite sur l'un ou l'autre des sujets. Est-ce qu'ils ne font pas ça parce que le sprint est un petit peu trop chargé et ça risque peut-être derrière de poser des soucis? Je sais pas, C'est c'est une eux qui question disent ouverte. comment ils chargent le sprint, c'est eux qui disent stop ou le chargement du sprint. Je peux pas dire là. Je pense que votre problématique, elle se situe peut-être sur la façon dont est faite l'estimation et peut-être le niveau de confiance de votre équipe aussi. Moi, je pense qu'il y a plutôt de ça. Il y a le niveau de confiance et il y a aussi le niveau de... Une mauvaise pratique. Non, Je pense pas, non. Puis il y a une notion de bonne ou mauvaise pratique. Par contre, à évaluer dans le temps pour vous, parce que faut que votre équipe soit confiante et surtout fiable. Il ne faut pas qu'ils se sous-évaluent ni surévaluent. Le but, c'est toujours d'être au plus proche, et là, vous avez l'air de dire qu'ils surévaluent le travail. Donc peut-être que eux se sous-évaluent. En vrai, je ne sais rien. À observer. Intéressant. Oui. Du coup, une vélocité, c'est bien une moyenne sur les alias d'estimation. Donc, normalement, les fluctuations ne peuvent être inaperçues ou être absorbées dans la moyenne. Alors, on peut se dire ça. Mais du coup, si on fait cet exercice, on s'éloigne de toute façon d'une vérité. Donc même si cette vérité, elle est lissée, on va quand même s'en éloigner. Alors après, ça dépend du contexte. Il y a des contextes, ce ne sera pas si important que ça, que vous caliez un 5 ou un 13, tant que le client il a sa fonctionnalité, il est content. Ça va vraiment dépendre du contexte. Mais pour moi, à partir du moment où on s'éloigne de la vérité, forcément, on est moins bon dans notre évaluation du travail à faire et surtout dans nos projections et notre confiance. Maintenant, c'est mon approche. Dernière question sur ce sujet, puis je passe la parole à Sylvia. Oui. Dans un environnement scale d'agile, plusieurs équipes de dev, est-ce que vous donneriez une recommandation sur finalement, est-ce que on peut vivre avec des équipes qui feraient deux choix différents, par exemple le numéro 1 et le numéro 2? J'ai envie de vous dire oui, si vos équipes ont des référentiels différents. Dans un contexte à l'échelle, parfois, les équipes sont sur les mêmes technologies, les mêmes morceaux, et ils fonctionnent tous de la même façon. Ils ont le même référentiel d'estimation, et souvent, ce n'est pas le cas. Chaque équipe a un peu son référentiel, sa vélocité, son fonctionnement, etc. Donc j'ai envie de vous dire, oui, on peut fonctionner différemment, avec des approches différentes, si les équipes n'ont pas le même mode de fonctionnement. Parce que si elles ont le même, elles vont impacter les autres. Pour moi, ce serait plutôt ça. Comme je dis, c'est un choix très contextuel. Même si là, ce soir, je ne vous recommande pas de ne pas réévaluer, peut-être que c'est la meilleure chose à faire dans votre projet. Il faut vraiment s'adapter et écouter le contexte. Et dans un contexte à l'échelle, on a plein d'autres problèmes dans les contextes à l'échelle. Mais en général, chaque équipe a son mode de fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas pour. Je ferai des balades prochaines. Ouais, ce sera peut-être le thème de l'année prochaine. Pas le thème, Mais, c'est bon. En général, les équipes ont chacun leur mode de fonctionnement. Moi, en tout cas, je n'ai jamais connu une organisation à l'échelle où chaque équipe fonctionne de la même façon. Quand on parle vraiment à l'échelle, avec peut-être 4-5 équipes sur un produit qui a 5 équipes différentes.